Le cinéma, je pense que c'est un travail qu'on fait à plusieurs. Pour moi, je dirais que c'est un art d'atelier. J'aime bien me servir de l'exemple du peintre Cranach, qui, à partir, en tout cas, d'une première esquisse, laissait ses élèves, ses aides, finir le tableau dans le style auquel lui-même était sensible. Si on s'amuse à chercher quelles sont les couches les plus importantes qui participent à la fabrication et à la création d'un film, il est certain que le scénariste, dialoguiste va venir en tête, qu'il sera suivi immédiatement par les acteurs, qui, à mon avis, sont partie prenante dans un film. Ensuite, on va ajouter tout de suite le compositeur, puis le décorateur, puis le chef opérateur. Je ne parle pas du costumier. J'allais oublier le metteur en scène, mais c'est peut-être pas par hasard. Souvent, quand on est sur un plateau, on s'interroge sur l'utilité qu'il y a à être là, étant donné la qualité des collaborateurs. Si on change le metteur en scène, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Si on change les acteurs, déjà, ça va se sentir beaucoup. Si on change le scénariste, alors ça va être capital. J'aime bien ce que disait l'actrice Sally Field à la télévision, en parlant du metteur en scène Herbert Ross, qui disait qu'il avait une qualité extraordinaire, c'était la transparence. J'ai toujours dit qu'on était des bricoleurs, en fin de compte. Enfin, moi, je me sens en tout cas un bricoleur, parce que je trouve que dans un film, il y a énormément de travail manuel. Et puis après tout, j'ai commencé dans le cinéma comme monteur, et je n'ai jamais eu l'intention de faire autre chose que du montage. Bon, il y a eu des hasards qui ont fait que je n'ai pas pu dire non quand on m'a proposé de réaliser, de mettre en scène des films, mais si on peut parler de vocation, c'était le montage, et puis c'est tout. La première idée qui vient quand on fait des films, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans des habitudes, se scléroser, qu'il ne faut pas se répéter, qu'il faut que chaque film soit aussi différent que possible du précédent. Donc la première idée, c'est il faut changer au maximum les composantes du film, les comédiens, les techniciens, les compositeurs, et ne jamais faire 2 fois de suite un film ensemble. Mais en réalité, rares sont les metteurs en scène à être demeurés aussi longtemps fidèles à une même équipe. Certains techniciens ont fait 6, 8, 12 films avec Alain Resnais. Cette fidélité a pu aller jusqu'à un certain mimétisme. L'équipe les appelait les 3 plumes blanches. Resnais change plus souvent ce qu'il appelle volontiers les auteurs de ses films, scénaristes, musiciens, comédiens. D'où la découverte d'Emmanuel Riva, Delphine Seyrig, Geneviève Bugeaud. Mais depuis 15 ans, Resnais s'est souvent adressé aux membres du Quatuor Arditi. Automne 1997. Pour la même société de production que No Smoking et Smoking, Alain Resnais vient de terminer On connaît la chanson sur un scénario d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Pour Smoking et No Smoking, ils avaient adapté une pièce d'Alan Ayckbourn. On connaît la chanson, dans laquelle ils jouent également, et leur premier scénario original. Après l'aventure de Smoking, de No Smoking, qui avait été une expérience fructueuse sur tous les plans, Alain Resnais avait décidé d'envisager de retravailler avec nous, cette fois-ci pour un scénario original, ce qu'on s'est évidemment empressé d'accepter. Et
il nous a proposé, enfin, on s'est proposé mutuellement un thème qui nous semblait riche, qui est le thème des apparences. Et on est parti sur ce thème. Ensuite, Alain nous a proposé quelques personnages, entre autres une guide touristique, c'est ce qu'on a retenu d'ailleurs, c'est ce personnage qui est incarné par Agnès dans le film. Et puis on a commencé à travailler sur une intrigue en imaginant les autres personnages au fur et à mesure et en le proposant à Alain. Excuse-moi, mais j'arrive pas à me souvenir de ton nom parce que je me souviens plus du tout où est-ce qu'on s'est... c'est pas grave. Camille. Ah voilà, ouais, Camille. Camille, Odile. Camille Odile. Lalande. Je suis la sœur d'Odile Lalande. Ce que René aimait bien, c'était de recevoir régulièrement des cassettes que nous enregistrions en lisant absolument tout, évidemment, des didascalies, comme de tous les dialogues de tous les comédiens. Et donc, chaque semaine ou chaque 15 jours, je ne me souviens pas exactement du rythme, mais en tout cas régulièrement, on se voyait et il nous communiquait ses impressions sur le parcours du scénario, sur l'endroit où on en était. On avait des discussions comme ça, où il nous suggérait des pistes, où on s'obstinait la plupart du temps sur les nôtres. Ou en tout cas, après des discussions assez constructives, on retournait au travail et ainsi de suite, on envoyait les cassettes. Enfin, il s'allonge ou il s'allonge pas, mais enfin, il se met dans le noir et il met les cassettes et il écoute et il cherche à visualiser le film. C'est comme ça qu'il se l'approprie et quand il voit rien, c'est qu'il y a un problème pour lui. En tout cas, il voit pas ce que nous, on a voulu dire, donc à ce moment-là, on a discuté. Le scénario mêle les deux univers de façon indissociable. La crémaillère où se dénouent les conflits fait penser à la soirée de Cuisine et Dépendance et à l'anniversaire d'un air de famille. Elle évoque aussi le grand repas final de Muriel ou Le Temps d'un retour. La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Oui. Il y a des chansons dans le film, c'était un des souhaits d'Alain Resnais. En tout cas, il y a des extraits de chansons. Ce n'est pas la première fois que Resnais fait chanter ses personnages. Dans Muriel ou Le Temps d'un retour, déjà, Jean Champion chantait il y a bien du bonheur ici-bas, mais comme on ne s'en aperçoit pas, on préfère craindre l'avenir, regretter le passé et dire déjà, déjà, déjà. C'est le temps du bonheur qui commence. C'est le temps du bonheur qui commence. C'est le temps du bonheur qui commence. Amour, progrès, bonheur, amour, bonheur, progrès, amour, progrès, bonheur, amour, progrès, bonheur, amour, progrès, bonheur, amour, progrès, bonheur. Oui, mais depuis, j'ai changé de voix. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles et la vie tout entière absorbée par cette affaire. Oui, ce film est une sorte d'hommage à Dennis Potter, car c'est un auteur de télévision et de théâtre anglais pour qui j'ai la plus vive admiration. Dans certaines de ses séries télévisées, il a eu l'idée d'intégrer des disques de chansons de variété anglo-saxonne et de les faire interpréter par ses comédiens en playback. On a essayé de prendre des chansons très connues, bien sûr, certains les connaîtront, pas d'autres, etc. Mais enfin, en gros, c'est des chansons populaires. Et donc, on les connaît tous. Et on se rend compte d'ailleurs que la plupart de ces chansons-là disent à peu près la même chose, à savoir « je suis malheureux, je suis tout seul, je t'aime, j'ai besoin d'amour ». Enfin, ça tourne toujours donc, autour de la même chose. Et ça, je sais pas, je trouve que ça... En voyant le film, ça s'est confirmé. Il y a une sorte d'émotion qui naît au fait... Je sais pas, ça fait comme un écho au fait que on est tous tout seuls et qu'on essaie tous de s'en sortir et d'y arriver et de surmonter sa solitude. Il y a aussi le fait que par rapport aux apparences, justement, c'est une espèce de langage comme ça, codé, qui dit un peu simplement des choses... c'est aussi justement un peu une façade.
C'est des mots, c'est un peu le même rôle que les, comment on appelle ça, les proverbes ou les dictons. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Une façon commode de communiquer. Voilà. Donc ça, le côté... moi, je trouve ça contradictoire, d'ailleurs. Oui. Parce que ça a un côté... ça rassemble, comme une tradition, comme quelque chose de commun. Et à la fois, c'est pauvre. Parce que, justement, il n'y a pas toute la complication, éventuellement, enfin, la complexité de l'être humain et la particularité qui fait que chacun est différent de l'autre. En même temps, c'est quand même un langage commun qui permet de communiquer. Le danger était de parodier ou d'imiter les comédies musicales. Je me suis efforcé de faire rentrer ces fragments de chansons dans l'atmosphère la plus quotidienne possible. Alors, pour sélectionner les chansons, ça a été compliqué. Pas pour toutes. Il y en a sur lesquelles on était d'accord tous les trois très vite. La plupart, quand même. Hein. Et puis il y en a d'autres qui évoquaient beaucoup de choses à Alain et pas à nous, ou beaucoup de choses à nous et pas à Alain. Alors à partir de là, on a discuté et on a essayé de se convaincre les uns les autres. Voilà. Il m'a proposé de lire le scénario dans une pièce de son appartement et donc il m'a donné le scénario, on connaît la chanson, plus évidemment les cassettes et j'étais donc dans cette pièce avec le temps que je voulais pour qu'ensuite, à la fin, je puisse lui parler spontanément des impressions que j'avais et qu'on discute ensemble et du scénario et du rôle et de tout. Et donc, en lisant ce scénario, j'étais comme dans une situation privilégiée de découvrir une histoire comme ça, comme un premier spectateur. Et qu'à chaque fois, d'ailleurs, puisque le scénario est construit de cette façon, il y avait l'histoire. Et à chaque fois qu'une chanson intervenait, je pouvais appuyer sur le bouton de mon magnétophone et écouter la chanson. Et bon, j'étais déjà séduit par l'originalité de l'histoire et du scénario avec ces chansons qui intervenaient, qui étaient une manière d'exprimer ce que le dialogue ne pouvait plus dire. Bon, enfin, ça, c'est tout l'intérêt du film. Et après avoir lu cette histoire très nouvelle et très inattendue, puisque c'est la première fois que je lisais un film construit de cette façon-là, j'ai pu discuter avec Alain Resnais des impressions que m'avait fait le scénario et de certains moments, et comme on le fait à chaque fois, quoi. Le scénario a été écrit en fonction des comédiens qui allaient l'interpréter. Parmi eux, un nouveau venu. Ah, bonjour, je suis Marc Duverrier. Bonjour. Je crois qu'Alain Resnais m'a choisi à cause du théâtre et de la musique. Du théâtre parce que je suis acteur de théâtre et de la musique parce que j'ai été formé en Angleterre dans une école de théâtre, mais où on chantait beaucoup et que peu d'acteurs français, finalement, reçoivent cette formation et que quand je l'ai rencontré, nous avons beaucoup parlé de musique, et principalement de musique. Et il se trouve que j'admire particulièrement un compositeur qu'Alain admire aussi, qui est Stephen Sondheim. J'ai joué l'année dernière une de ses comédies musicales, qui est l'adaptation d'un film de Bergman, Sourire d'une nuit d'été, qui s'appelle Little Night Music. C'est lui qui a écrit la musique de Stravinsky. Et donc nous avons beaucoup abordé le sujet de Sondheim et de la comédie musicale. L'équilibre du trio Azéma, Dussolier, Arditi, c'est une question de tessiture. C'est un ensemble instrumental qui devient cohérent parce que Resnais l'a rendu cohérent. Je pense que les instruments que nous sommes se complètent, s'aiment, se malaxent, se broient, naviguent, volent d'une manière qui convient à Resnais et qui visiblement nous convient à nous-mêmes. Finalement, il a inventé les voix et les êtres que nous sommes, Resnais. À l'occasion de chaque film, Alain Resnais nous concocte une fiche signalétique des personnages que nous allons interpréter. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'ont pu écrire les scénaristes, il s'amuse lui-même à imaginer ce qu'a été le passé du personnage qu'on va jouer. Ce qui est une manière, pour moi, extrêmement généreuse d'aller vers l'acteur. C'est-à-dire que c'est une manière de nous dire pourquoi il a pensé à nous, qu'est-ce qu'il ressent de nous, parce qu'évidemment, la biographie, je pense, à la fois parle du personnage et parle un peu de nous-mêmes.
Nous nous sommes vus en tête-à-tête avec lui plusieurs fois dans des séances de 4-5 heures chacune. Et je sais qu'il a fait ça avec chaque acteur, avant de nous retrouver tous et d'aborder les scènes de façon chorale. Dans ces tête-à-tête avec Alain, nous avons lu les scènes, nous avons parlé de la biographie des personnages, nous avons abordé chaque question, chaque détail de costumes, d'accessoires, mais même de gestes et d'intonation. Tout est vu et entendu et revu de nombreuses fois avant d'aborder le travail avec les autres. On a regardé un extrait d'une comédie musicale avec Frank Sinatra. Ce qui lui plaisait, c'était juste ce petit instant où Sinatra passait de la comédie parlée à la comédie chantée sans que nous-mêmes nous nous en rendions compte. On se dit, mais tiens, tout d'un coup, mais il chante. J'ai pas vu comment il a fait, j'ai pas vu comment il est parti sur la chanson. Et c'était absolument frappant. D'ailleurs, on a revisionné 4, 5, 6, 7 fois ce bout de séquence et jamais on n'arrivait à voir comment Sinatra faisait pour passer de cette comédie parlée à cette comédie chantée. C'était magique. Et ça, évidemment, René m'a demandé d'en tenir violemment compte pour le travail qu'il me demanderait de faire plus tard dans le film. Moi, je peux pas faire comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Ça se sent. Ça, c'est vraiment toi. Ça se sent. L'équipe technique dont connaît la chanson mêle des collaborateurs de La vie est un roman et de No Smoking et Smoking et 2 fidèles qui travaillent avec René depuis plus de 35 ans. Pour Hiroshima, mon amour, René devait choisir une script. Il m'a demandé ce que je lisais, ce que j'aimais regarder. Alors je lui ai dit, entre autres, que j'adorais le théâtre et les comédies musicales américaines. Et que j'avais vu au moins 5 fois Chantons sous la pluie. Il m'a dit, je vous donnerai ma réponse la semaine prochaine. Téléphonez-moi chez Duras au début de l'après-midi. 8 jours après, j'étais au restaurant. Je me précipite au téléphone. Et j'ai Duras au bout du fil qui me dit « Ah, c'est vous la script qui aimait les comédies musicales? Alors, c'est vous qui partez au Japon. » Alors, j'étais si contente que j'en ai dansé entre les tables. Ah oui, il m'intimide énormément. Il faut dire que quand je suis arrivé avec les 3 pages de lecture de synopsis de Marianne Bad, c'était un peu de l'hébreu pour moi. Les personnages n'avaient pas de nom, c'était X et M, je crois me souvenir. Et c'était vraiment complètement abstrait au début. Enfin, d'ailleurs, comme tous ces films, au début, simplement sur le scénario. Après, ça se décante, il a une telle patience qui décante et qui... Il arrive à faire rentrer ses collaborateurs, aussi bien les comédiens que on nous appelle techniciens, dans son monde qu'il a dans la tête et qu'il a un peu de mal à exprimer quand même au début. Il y a 4-5 ans, il m'a dit une fois, mais tu sais Jacques, qu'est-ce que tu m'as intimidé au début? Et je lui dis, Alain, c'est toi qui m'as intimidé. Et enfin, ça c'est des rapports de timide avec une timidité différente, certainement. Et que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je peux le plaisanter, le taquiner, il en fait autant qu'au début, on n'osait pas. À première vue, c'est un monsieur tellement réfléchi et tellement... Et à la fois intuitif, c'est ça qui est étrange. C'est un monsieur très poli, qui vous écoute, qui répond à vos questions, même si parfois elles tombent à côté, et qui vous donne l'impression d'être plus intelligent que vous n'êtes. Il est rêveur, mais il est à la fois très réaliste. Il sait que le cinéma coûte cher et j'ai jamais vu un réalisateur aussi honnête avec les producteurs. De leur dire, il y a 7 séquences que je veux faire par temps gris. S'il n'y a pas de temps gris, je ne la tourne pas. Mais il leur dit 6 mois avant le tournage. Et il l'a fait dans Providence, il l'a fait. Il a refusé de tourner, ça fait un scandale dans la production. Mais il était très honnête, il les avait prévenus. Avant le tournage, la préparation. Le premier à intervenir est donc Jacques Saulnier. On a décidé assez vite que quand même les 2 décors
qu'on ferait en studio d'une manière certaine, c'était l'appartement du début qu'habitent Sabine et son mari, et l'appartement de la fin. Et il faut dire que cette histoire-là, c'est un peu une trajectoire entre ces gens qui sont petitement logés et qui, la fin, arrivent un peu dans le délire. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Donc, il y avait 2 temps de tournage assez longs. Je ne sais pas, il doit y avoir peut-être à peu près la moitié du tournage qu'on a fait en studio. J'apprécie beaucoup le tournage en studio parce que ça permet de maîtriser les axes de lumière. Vous pouvez prévoir d'avance, en fonction du scénario et en fonction des dialogues et des déplacements d'acteurs que vous avez en tête, la meilleure disposition des escaliers, des portes, des glaces, des fenêtres. Ce sont des éléments qui ne sont pas négligeables. Quand on a fait No Smoking dans le golf, il me montrait une séquence et me dit « Tu vois, ce texte-là, dit dans un vrai golf, ça ferait ridicule. » Et je crois qu'il avait raison. Donc il regarde, quand je lui fais un plan ou une maquette en volume, il le regarde très attentivement pour savoir si ça ira bien pour sa mise en scène. Il n'aime pas voir les décors en cours de construction, il aime bien les voir finis pour avoir un choc. Alors j'ai un peu schématisé que le premier appartement soit très triste, très sombre, mais néanmoins pas pauvre, parce que c'est quand même des gens qui ont de l'argent, qui travaillent tous les deux. Une des choses que m'avait demandé Alain, c'est un grand couloir, parce qu'il y a une scène qu'on voit dans le film où Sabine retrouve un vieux copain avec qui sans doute elle a flirté quand elle était jeune, et elle demande à son mari Arditi d'aller faire le café au bout de la cuisine, et il voulait qu'il y ait une distance, c'est-à-dire entre cette maquette-là et celle-ci, que quand Arditi vient faire le café dans la cuisine, il y a une grande distance, et de les retrouver tout petits tous les deux, ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire de leurs souvenirs de jeunesse? J'ai voulu, je l'ai poussé, je ne sais pas si j'y suis arrivé, je l'ai poussé à partir plus vers une comédie musicale. Il me dit « Ah bon, pourquoi ?» On a causé un peu comme ça. Et je lui dis « Tu aurais un grand décor moderne mais un peu irréaliste, est-ce que ça serait pas mieux ?» « Ah bah je sais pas, il faut voir. » Puis j'ai commencé à couper mes bouts de carton, puis finalement ça ne lui a pas déplu. Et je crois que ça rend la fin du film un peu plus ouverte, je dirais, même si elle n'est pas d'une gaieté folle, mais un peu plus drôle qu'un appartement réaliste. Là, je l'ai, parce que cet appartement est invraisemblable dans la réalité. Il faut qu'un contact s'établisse entre le décorateur et le chef opérateur bien avant le tournage. Et s'il n'y a pas une entente préalable de l'un et de l'autre, eh bien on court absolument à la catastrophe. Il y a des options ou des questions qui se posent immédiatement en voyant une maquette comme celle-ci, indépendamment des problèmes classiques, d'où ça vient, comment certains volumes ont été trouvés, comment certaines pièces s'imbriquent les unes des autres, donc il y a un travail beaucoup plus spécifique de Jacques. En ce qui concerne les lumières, la chose essentielle qui saute aux yeux pour moi, et c'est la première chose que j'ai dit à Jacques, c'est les difficultés d'éclairer un décor pareil. Notamment en voyant cette énorme partie qui est gigantesque par rapport au... qu'elle fait 6 mètres de haut. Au volume. Une grande pièce, d'accord. Oui, justement, non, mais elle est gigantesque par rapport à ses proportions, tu vois ce que je veux dire, elle est très très haute, et les fenêtres par rapport à la hauteur, ils sont très basses, donc le premier problème qui se pose, c'est les entrées de lumière par les fenêtres. On avait décidé de tourner cette séquence au coucher de soleil, là aussi pour toute une série de raisons liées au récit, mais je pense que la séquence, elle fonctionne grâce au temps et au temps qui passe, donc, et à la situation telle qu'elle a été vécue par les personnages. Donc du coup, si on veut, on peut retrouver effectivement un certain réalisme. Mais c'est vrai qu'en termes météorologiques, elle est complètement artificielle, quoi. Je dis, c'est pas possible qu'en réalité, il se passe ce qui se passe à l'écran. René propose à ses collaborateurs des références esthétiques, des livres, des disques.
La créatrice de costumes de Providence avait lu des romans de Howard P. Lovecraft. Mais cette fois-ci... Pendant la préparation, Alain Resnais ne m'a parlé que de Méduse. Et il m'a demandé de faire une recherche pour lui. Et donc, je suis allée... Enfin, j'allais à Londres de toute façon. Je lui ai racheté des cassettes, des livres, des documents. J'ai téléphoné au musée de l'histoire naturelle où j'ai eu le grand spécialiste. Et puis, ça m'aidait à réfléchir un petit peu à ce qu'il attendait de moi pour les costumes. Enfin, c'était pas évident. J'ai travaillé toute seule, dans mon coin, sans voir Jacques Saunier, le décorateur. Et lorsque finalement je l'ai vu, on était pas loin du tournage et je lui ai dit mes inquiétudes, parce qu'on n'avait jamais discuté de couleurs ou de décors, etc. Je ne savais pas où on tournait vraiment. Et il m'a dit que ça n'avait aucune importance parce que Alain ne le souhaitait vraiment pas. Il avait envie qu'il y ait un élément de surprise lorsque les comédiens rentreraient dans les décors. Dans un décor de Jacques Saunier vert, Agnès Jaoui est arrivée portant un twin set vert, que j'avais choisi d'ailleurs pour elle. Mais Jacques et moi étions très inquiets du résultat parce que nous ne nous étions pas consultés. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était justement une volonté d'Alain Resnais d'avoir cet élément d'erreur quelque part. Ce qu'Alain Resnais aime chez moi, c'est peut-être qu'étant anglaise, je n'ai vraiment pas peur des couleurs. Et contrairement à ce qu'on dit, il me semble que le vert met en valeur la peau. J'adore le rouge. C'est vraiment une couleur que j'ai envie de manger, qui donne envie de vivre. Et dans les films, j'essaie toujours de mettre un petit peu de rouge dans mes vêtements. Mon personnage préféré, c'était... c'était Rowena. Agnès, dans ce rôle, qui est un rôle de jeune fille, de jeune étudiante, a tendance à mélanger le court et le sexy avec du long, des couches, des recouches, des bottes, des foulards, des écharpes, des manteaux. Elle s'emmitoufle complètement. Et c'est par pudeur et en même temps c'est assez émouvant et sexy parce qu'on sent quelque chose en dessous de tout ça. Mais c'est une jeune fille qui cache bien son jeu. La robe de Christian Lacroix me permettait de bien bouger dans le film, de virevolter, de me croire presque danseuse dans ce film, presque dans une comédie musicale. Et puis aussi, comme elle était multicolore, qu'elle avait beaucoup de couleurs, eh bien, j'avais l'impression comme ça qu'on pouvait me repérer de loin, que ma silhouette était bien discernable dans ce groupe qui était quand même important. Je sentais que c'était important pour Alain Resnais de voir le personnage qu'il attendait de moi et de le voir dès les répétitions. C'est-à-dire qu'on est inquiet quand on est acteur parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas réussir à convaincre un metteur en scène du pouvoir qu'on a de devenir le personnage qu'il attend de nous. Et donc, on n'attend pas le tournage pour lui proposer une image. Et en fait, je lui ai montré cet agent immobilier pendant les séances de travail que nous avons eues ensemble. Je suis allé chercher dans ma garde-robe des costumes. Moi qui n'en mets pas vraiment, en fait. J'étais à chaque fois, malgré la chaleur, j'arrivais très cravaté, j'avais des lunettes. Je lui ai proposé le personnage. Au moment où nous nous sommes mis à vraiment préparer l'image pour le film, j'ai voulu partir dans une autre direction, qui était une direction un petit peu plus vulgaire, un petit peu plus italienne, je dirais. Et il n'en a pas voulu du tout. Il a voulu véritablement retrouver ce qu'il avait aimé dans mes propositions de l'été qui précédait. Ouais, peut-être que je m'habille en garde républicain la prochaine fois. J'ai du mal à imaginer. Resnais a besoin d'un souffle nouveau et d'un œil neuf à chacune des étapes de la construction de son film. Donc, il est d'abord seul avec son ou ses scénaristes, ensuite seul
en tête-à-tête avec ses acteurs. Ensuite, il a toute l'équipe technique sur le dos pour le tournage, dans laquelle ne vient pas s'immiscer le scénariste. Et pour terminer, il est seul en tête-à-tête avec son monteur. Et il n'est pas question que l'équipe technique vienne mettre les pieds dans la salle de montage. Le cloisonnement des collaborateurs chez René ne date pas d'hier. Sur Hiroshima, mon amour, René voulait deux qualités d'image totalement différentes entre le passé à Nevers et le présent à Hiroshima. Donc, au Japon, nous avons pris un chef opérateur japonais, M. Michio Takahashi, avec qui on a tourné 6 semaines. Ensuite, nous sommes rentrés en France, et là, nous avons eu M. Sacha Virni. Mais René lui a interdit de regarder les roches qui revenaient du Japon pour qu'il ne soit pas influencé par la qualité de l'image de Takahashi. Pour On connaît la chanson, René a cependant brisé un de ses principes. Cette fois, les scénaristes sont acceptés sur le plateau puisqu'ils sont également comédiens. Alors, Alain Resnais, d'habitude, travaille avec des avec les scénaristes avec lesquels il a travaillé jusque-là. D'ailleurs, c'était la règle pour nous, pour Smoking de Smoking. On n'avait pas le droit d'aller sur le plateau. En tout cas, il ne le désirait pas, disons. Et là, comme pour la première fois, il allait avoir des scénaristes acteurs de son film, il était assez embêté, parce qu'on allait forcément être là, quoi. Un peu. Donc, Voilà, il craignait de notre part un jugement, un œil critique en permanence, peut-être même des interventions, des réflexions. Enfin, il imaginait que sa vie pouvait devenir un cauchemar avec les scénaristes sur le plateau. Ce qu'on peut concevoir aussi s'il n'y a pas de discipline et de sens des priorités, mais comme c'est notre cas, et que justement on a établi ce pacte avec lui, comme il a été assez loyal pour nous laisser écrire avec la plus grande liberté, qu'on a écrit le scénario qu'on voulait écrire du début jusqu'à la fin. Donc on lui avait promis, c'était bien la moindre des choses, qu'une fois que le script serait écrit, que Alain ferait ses premiers pas sur le plateau, évidemment que le film lui appartenait, et que c'était évidemment à lui de réaliser, de créer. Donc, et que nous, on devenait des comédiens, voilà. purement comédiens. Enfin, voilà. Les scénaristes étaient oubliés. Quand on filme des comédiens, disons que chaque comédien appelle une façon de le filmer. Je ne crois pas qu'il y a une façon universelle qui est valable pour tout le monde. Sabine Azéma, quand on la cadre, elle est plutôt évolutive dans ce cadre, elle bouge beaucoup, parce qu'elle cherche beaucoup de choses à l'intérieur d'elle-même, ce c'est pas le cas de P. Arditi, où lui, il domine la technique d'une façon complètement linéaire et il s'approprie par exemple des places à l'intérieur d'un cadre. Moteur? Non, on y va, moteur. C'est deux techniques de travail qui sont différentes mais qui rejoignent le même travail de mise en scène. À propos de Smoking et No Smoking, René a déclaré, sérieux, plaisantant, « Si cela ne tenait qu'à moi, je signerais la mise en scène Bertha René. » J'ai senti, en tant que comédienne, la même confiance qui m'était accordée qu'en tant que scénariste. Il semble... vous aimez, quoi. Il voulait faire du cinéma, pas pour être metteur en scène, mais pour être comédien, puis il s'est aperçu au cours Simon qu'il n'était peut-être pas extrêmement doué. Alors après, il est devenu monteur parce qu'il s'est dit, c'est comme ça que je vais pouvoir approcher les comédiens. Il les adore. Mais c'est aussi un homme qui prend ses rêves pour des réalités. Et donc, à partir du moment où il rêve et qu'il vous a entraîné dans son rêve, alors vous avez obligation et devoir de correspondre au rêve. Et il a parfaitement raison. J'ai du mal à imaginer. Ouais, moi aussi. La proposition qu'il me fait à ce moment-là, c'est de dire, est-ce que vous pouvez finir la scène avec le sourire des personnages que peint Lorenzo Lotto? Je ne sais pas qui est Lorenzo Lotto. Je lui avoue mon ignorance, il n'est pas étonné. Enfin,
Et il sourit à la manière de ces personnages-là. Il me donne l'explication, il me dit, ben voilà, ce sont des personnages qui sourient, qui sont un petit peu tristes et qui ont toujours la tête un peu penchée. Et à la fin, pour couronner le tout, puisque c'était le dernier jour de tournage, il m'a offert le livre où il y avait les personnages de Lorenzo Lotto. Et en effet, j'ai pu constater que ce peintre-là, italien, avait toujours peint des personnages qui avaient ce mince sourire un peu résigné, un petit peu triste, avec toujours la tête penchée. C'était une caractéristique de sa peinture et ça correspondait bien au personnage. Alors Claude Lalande est un homme qui apparemment a peu de volonté, peu d'esprit de décision, peu de courage d'une certaine manière, peu de courage humain. Et pour nourrir la lâcheté de Claude Lalande, bien, j'ai simplement me suis contenté de nourrir ma propre lâcheté. Simplement parce que je crois qu'on ne peut pas puiser ailleurs qu'en soi le matériau nécessaire pour fabriquer un autre. C'est en tout cas ce qu'on m'a appris, c'est ce que Stanislavski m'a appris. C'est ce que, d'une certaine manière, l'acteur studio apprend aussi. Il y a des différences de jeu assez importantes, d'une prise à l'autre, dans pas mal de scènes. Il y en a une, entre autres, qui est une visite d'appartement entre Lambert Wilson et Agnès Jaoui, où ils chantent la chanson Et le reste. Agnès l'a jouée de façon très différente. Celle qui est montée dans le film, c'est une version où elle est assez réservée, assez timide, comme ça. Et on pourrait dire, genre demi-vierge. Et puis, il y a une version qui était très bien aussi dans une autre prise, où elle l'a joué complètement délurée, on peut dire quart de vierge au maximum, et qui plaisait vraiment beaucoup, enfin qui a vraiment beaucoup d'efficacité aussi. La difficulté d'en reconnaître la chanson pour à la fois chanter les chansons avec une voix qui n'était pas la nôtre, mais celle de l'interprète original, et pour jouer nos personnages, c'était d'avoir une espèce de continuité entre la scène qu'on était en train de jouer et le moment où on avait à interpréter la chanson. Fallait-il tout d'un coup, au moment d'interpréter la chanson, sortir de la scène et l'interpréter comme le chanteur la chantait, ou alors fallait-il rester dans son personnage et chanter la chanson avec la voix du chanteur, mais en restant quand même dans son personnage? C'est cette deuxième hypothèse qu'on a gardée. C'était des questions qui se posaient. Ce qui était plus difficile à résoudre, c'était de rester à l'intérieur de la scène de jeu en faisant le playback sans marquer corporellement le rythme de la chanson. Et c'est une chose assez difficile parce que si le rythme est très marqué, on a plutôt tendance à être entraîné malgré soi, parce qu'aussi on a vu ça beaucoup à la télévision lors des clips vidéo ou sur les scopitones. On voit les gens qui ont un léger balancement, et résister à cette pulsation rythmique, c'était assez difficile. Il y a une espèce de mimétisme qui arrive, et puis quand je chantais par exemple Parole de Dalida, tout d'un coup je sens mes cheveux qui s'allongent, mes traits qui deviennent autres, et c'est vrai que je me sentais plus proche de Dalida que de moi, quoi. Méfie-toi fillette, on oublie souvent qu'en perdant la tête, on perd tout en même temps. Quand je chantais cette chanson, j'étais absolument pas un vieux monsieur qui donne un conseil à une jeune fille. Je me sentais absolument une gamine, une petite gamine qui chante ça d'une façon coquine. Les acteurs sur le plateau, nous étions complètement à la merci d'un des assistants de Pierre Lenoir qui devait envoyer l'extrait sonore sur le plateau pour que les acteurs puissent l'entendre et faire le playback. Et en fait, cet assistant devait observer avec beaucoup d'attention les activités de l'acteur sur le plateau, puisqu'il y avait parfois jusqu'à 3 extraits sonores par plan, et nous ne pouvions pas toujours lui donner des gestes très clairs, parce que, bon, quand on allume une cigarette, ça peut être un signe très clair, mais on n'a pas toujours à l'intérieur d'une scène des signes si lisibles. Et donc, en fait, il était obligé d'être extrêmement sensible à notre respiration, et c'était une façon véritablement de traverser la scène avec lui et de faire finalement de la musique. Pour le tournage, nous avons fait graver des CD contenant les extraits des chansons utilisées dans le film. Certaines avec bip pour donner aux comédiens le tempo du départ, et d'autres sans bip, car certaines chansons, au début, ont une petite vibration ou un accord musical. J'aime les filles de chez Castel.
Être synchrone au début, c'est bien, encore faut-il l'être sur toute la longueur de la chanson. Et à ce propos, il y a un comédien qui m'a épaté, c'est Jean-Pierre Bacry, qui, sous ses allures un peu bourrues, est un très grand perfectionniste. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant. Je suis pas bien portant. Et donc, la liberté d'action du comédien, j'ai envie de dire qu'elle est totale. Même si, de façon extrêmement subtile, il nous amène là où il a envie de nous amener. C'est-à-dire qu'on peut commencer peut-être à interpréter le personnage à la lettre A et puis il peut nous emmener à la lettre Z. On sent une grande liberté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est vu et qu'on a discuté, bon, réplique par réplique, du sens qu'il voulait donner à telle ou telle scène, et qu'on s'est mis d'accord, après il vous laisse très libre de proposer ce que vous voulez. Et on sent qu'on peut aller loin. Je sais qu'il a même un certain goût pour le faux, enfin que ce qui peut sembler faux ne le gêne pas. Il sait exactement ce qu'il attend des acteurs. Mais qu'est-ce qui est plus important, une vraie liberté ou une sensation de liberté? Et donc il y a dans cette main si douce ou cette voix si douce une poigne de fer. Et ça, il faut que ça se sache parce qu'on ne le sait pas vraiment. J'ai l'impression que cet homme est calme, comme une mer calme, qu'il est ample, large. Il l'est aussi, tout ça. Mais il y a une vraie nervosité chez lui. Il y a une vraie volonté de tordre le cou ou d'étreindre de toutes ses forces quelque chose qu'il a rêvé qui se passerait pour lui. Et pour nous, par la même occasion. Nous sommes des marionnettes. Alain Resnais tire les fils, mais les fils sont invisibles. Alain travaille vraiment dans le secret. Enfin, il n'aime pas du tout qu'on voit ce qu'il est en train de faire. Il montre les choses à la fin. Et les comédiens, bien que ce soit des comédiens vraiment de sa famille, ne sont pas du tout autorisés à visionner les rushs, ni à venir au montage. Et même quand on fait de la post-synchro, ils voient juste la séquence qu'ils ont à post-synchroniser et pas plus. Il est là-dessus très secret. Par contre, il tient beaucoup à la présence des scénaristes. Ça, c'est une chose... Pas tellement pour les problèmes de construction, puisqu'en principe tout va bien, mais surtout pour les problèmes de coupe. S'il y a des choses à couper, il ne veut pas couper un mot sans la présence des scénaristes. Ça, c'est très important pour lui. Alain est un ancien monteur et il découpe d'une façon très subtile, comme un monteur, et il se permet même des choses qui sont assez gonflées, c'est-à-dire qu'il fait des plans séquences, parce qu'il est très sûr de lui, et c'est des plans qui ont une intensité dramatique très forte et très découpée à l'intérieur. C'est-à-dire que chaque moment est souligné par des mouvements de caméra, qui souligne des interventions des personnages, des liens entre eux. Ces plans séquences limitent un peu les possibilités de montage parce qu'effectivement on ne peut pas les tronquer, mais comme la construction est déjà très préétablie, c'est pas vraiment un souci. Dans ce film, on a par exemple bougé une séquence de place et c'est une chose qui n'était pas forcément nécessaire. C'était mieux, mais dans le scénario original, elle fonctionnait très bien à sa place. On s'est aperçu que par rapport au personnage, c'était plus agréable de le faire comme ça, c'est tout. La scène la plus découpée, c'est celle du médecin numéro 2, qui est la seule scène vraiment découpée en champ contre champ, en plus de face, ce qui est tout à fait fort. Et il y a 20 plans en tout. À la fin de la scène, on s'aperçoit qu'on s'est éloigné du médecin d'une façon incroyable. Et il y a une sensation de malaise qui s'est produite tout du long de la scène, parce que la caméra circulait au fur et à mesure que la scène progressait. Vous avez 10 plans sur Jean-Pierre. Il est grosso modo toujours à la même place dans l'image. 10 contre-champs sur le médecin au téléobjectif. Sur le plateau, il devait y avoir 2 mètres de distance entre les deux comédiens. L'amorce de Jean-Pierre varie très légèrement. À chaque plan sur le médecin, Renato Berta a en même temps reculé la caméra et modifié la focale comme pour un zoom avant. Oui, j'aime bien qu'un compositeur fasse sa première musique de film avec moi. Quand j'ai rencontré Alain Resnais la première fois, je m'attendais à un rendez-vous rapide, efficace. Je l'ai rencontré, je me souviens, une après-midi à 2h30. Et je suis sorti de chez lui, il devait être 8h30 ou 9h du soir. Et on a passé toute l'après-midi à parler de musique.
On a parlé beaucoup de musique du XXe siècle, Schoenberg, Berg, mais aussi de choses plus légères. J'ai été vraiment absolument épaté par l'éclectisme des connaissances musicales d'Alain. Alors évidemment, Alain a commencé par me dire qu'il n'avait pas du tout d'oreille, qu'il ne connaissait pas la musique, et je crois que je me suis très vite aperçu qu'en fait c'était une grande coquetterie de sa part, parce que je pense que je souhaiterais à beaucoup de musiciens d'avoir aussi peu d'oreilles que lui. La grande inquiétude d'Alain était bien sûr sur la faisabilité du projet, car il fallait pouvoir intégrer les extraits souvent très courts de chansons sans qu'on ait un effet abrupt. Donc je l'ai très vite rassuré. Il m'a donc contacté au départ pour faire un travail d'arrangeur sur ces extraits de chansons. Et puis rapidement, il y a eu une demande de sa part pour la composition de musique originale sur le film. J'ai donc écrit de la musique originale, ceci la plupart du temps en intervention très courte. Je pense que la plus longue doit faire à peu près 50 secondes. C'est une musique qui n'a pas de rapport direct avec les extraits de chansons, sauf pour une ou deux chansons que j'ai utilisées en déclinaison, comme par exemple « Parole, parole » qui faisait ceci. Oui, mon frère, comment ça se passe? Ça se passe bien? Il n'est pas trop débordé? Pour le générique de fin, j'ai dit à Alain, depuis que j'ai visionné ce film, j'entends une valse. Il me dit, je suis ravi de cette proposition parce que j'ai eu une valse dans tous mes films. Donc je lui ai composé une valse que je dirais déhanchée. Ensuite, une autre requête d'Alain a été d'avoir, pour suivre la valse, un mouvement plus énergique, quelque chose comme une marche qui incite les spectateurs à sortir heureux de la projection. Je me suis un peu inspiré de la fin de Manhattan de Woody Allen, quand Woody Allen traverse New York à pied, en marchant et puis en courant sous les notes de Strike Up the Band de Gershwin. Donc j'ai fait une marche un peu plus volubile qui fait comme ça. Le travail d'habillage sur les chansons a été de trois types. Il fallait soit introduire l'extrait, ou alors le soutenir tout du long, ou l'aider à se fondre dans les dialogues qui suivaient. Résiste. J'ai donc procédé comme j'aurais fait pour de la musique originale, c'est-à-dire soit en restant proche du sentiment de la scène ou en adoptant une façon totalement décalée. Oui, ça s'est décidé très vite. C'est dégoûtant mais nécessaire. Mais toutes les chansons du film n'ont pas nécessité un habillage, et parmi celles-ci, il y en a une qui résume tout particulièrement la philosophie d'Alain Resnais. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout.